Je me présente. Mon nom est Charlotte Bélanger. Je suis enseignante en 6e année à l'école Paul Jarry à la Chine, du Centre de services scolaires de Marguerite Bourgeois. Et je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Marie-Pierre Delisle, qui est aussi enseignante à l'école Paul Jarry avec moi. Vous voyez avec nous devant l'écran que vous avez le lien vers notre présentation. Juste pour vous dire qu'à la fin de la présentation, on va vous repartager des liens parce que l'atelier qu'on vous présente aujourd'hui, merci Stéphanie, l'atelier qu'on vous présente aujourd'hui est une continuité de l'atelier qu'on a présenté au sommet de l'année dernière. Donc, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de le voir, on va vous donner le lien YouTube de l'atelier parce que c'était vraiment comme une partie 1 de l'atelier. Donc, l'atelier qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un atelier qui s'appelle « J'ai enfin une classe 1-1 et maintenant » parce que pour vous mettre un petit peu en contexte rapidement, à l'école Paul Jarry où nous on enseigne, la majorité des classes ont un accès à un écran par élève depuis plusieurs années. Donc, on avait envie de prendre un peu cette expertise-là qu'on a développée pour vous la transmettre aujourd'hui. Alors, on va y aller très rapidement. Je vous montre, je vous dis un peu l'objectif de la session. En fait, c'est de vous partager nos meilleurs conseils pour les classes 1-1 et surtout de vous présenter nos outils coup de cœur et des idées de réinvestissement pédagogique dans vos classes. Donc, je passe tout de suite la parole à mon amie Marie-Pierre pour qu'elle vous explique qu'est-ce que c'est une classe 1-1. Oui, juste pour être sûr, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Parfait. Alors, avant de commencer, c'est quoi une classe 1-1? En fait, c'est un appareil technologique par élève qui va être prêté par l'école, ce qui est notre cas à notre école. Donc, tous les élèves d'une classe peuvent utiliser un appareil technologique comme outil de travail tous en même temps. Des fois, on entend parler d'une classe avant. La seule différence, c'est que là, c'est les élèves qui amènent leur propre outil technologique de leur maison pour l'utiliser comme un outil de travail à l'école. Ce qui est important, c'est que l'outil numérique doit vraiment être perçu comme un outil d'apprentissage autant par le personnel que par les élèves parce que les enfants ont été habitués de voir un outil numérique comme un outil ludique pour jouer à des jeux, par exemple. Donc, c'est super important dès les premiers instants de faire comprendre aux élèves que dans le contexte de la classe, il faut vraiment voir l'appareil comme un outil de travail, comme un outil pédagogique. Donc, il faut faire la différence avec eux dès le début entre l'outil ludique et outil d'apprentissage. Puis, faire cette distinction-là tout au long de l'année, ça permet juste de prévenir plusieurs situations. Donc, un peu comme Marie-Pierre vient de le mentionner, pour nous, c'est vraiment important l'intention pédagogique derrière l'utilisation de l'outil. Peut-être la plupart d'entre vous connaissez déjà cette roue-là, qui représente le cadre de référence numérique qui est arrivé il y a quelques années. Donc, vous avez à l'écran là un exemple de plein d'activités qu'on peut faire pour développer les différentes composantes de la compétence numérique. La raison pour laquelle on vous présente ça, c'est parce qu'on veut vraiment que vous compreniez que pour nous, à chaque fois qu'on utilise un outil, c'est vraiment pour développer une de ces composantes-là et à ce moment-là, pouvoir outiller les élèves avec leurs compétences numériques. Je tiens à m'excuser d'avance si vous entendez des petits pleurs derrière moi parce que j'ai un bébé de 3 mois et mon micro ne fonctionne pas. Donc voilà, juste pour que vous sachiez. Maintenant, on va vous présenter 5 conseils qu'on trouve très importants quand on a une classe 1-1 qui pourraient peut-être vous outiller si jamais c'est votre réalité aussi et que vous commencez avec les classes 1-1. Donc, je passe la parole à Marie-Pierre pour le premier conseil. Oui, donc le premier conseil, c'est d'avoir des règlements uniformes. On vous donne en exemple dans une présentation une liste de règlements qu'on a fait à notre école. C'est une liste de règlements avec des règlements clairs et précis, connus par les élèves. Il faut les modéliser dès le début de l'année, mais aussi durant l'année scolaire pour que ça soit un langage commun à travers l'école. Donc, si plusieurs classes ont des appareils numériques dans leur classe, c'est super important que ces règlements soient partagés dans l'école entière, comme un peu le code de vie dans une école, tout le monde le connaît, on le pratique. Donc, c'est la même chose pour les règlements pour les outils technologiques. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a imprimé les règlements sur une grande affiche. Donc, chaque classe a leur affiche. Donc, les élèves voient ces règlements en tout temps à chaque jour.
Une suggestion qu'on peut faire, c'est de créer un fond d'écran à partager à vos élèves. Nous, sur tous les appareils, on a des Chromebooks à l'école et sur tous les Chromebooks, il y a le même fond d'écran pour tout le monde et on retrouve aussi ces règlements-là sur ce fond d'écran. Donc, ça permet que l'enfant ne change pas son fond d'écran à chaque fois qu'il ouvre son Chromebook. Donc, c'est le même en tout temps pour tout le monde. Donc, on vous a mis aussi un exemple de notre fond d'écran. Super important de faire un suivi rigoureux et fréquent, même si ce ne sont pas nos élèves. C'est juste répéter tout au long de l'année pour qu'ils utilisent les outils de manière sécuritaire aussi et de la bonne façon. Deuxième conseil, c'est d'assurer un bon contrôle. Donc, les élèves, il faut qu'ils comprennent que l'appareil numérique ne leur appartient pas, qu'il a été prêté par l'école, même si ça appartient à la commission scolaire. Dès le début de l'année, écrivez en quelque part là, sur une liste d'élèves leur adresse courriel et aussi leur mot de passe. Ou même, moi, je l'ai écrit dans un Google Docs. Donc, peu importe où est-ce que je suis, j'ai accès à ces informations-là. Donc, si j'ai besoin d'aller dans une session d'un élève pour vérifier quelque chose, j'ai toujours accès. Ce qu'on vous conseille fortement, c'est de vérifier l'historique de vos élèves au moins une fois par mois de manière aléatoire. Comme ça montre aux élèves qu'on continue de faire un contrôle, que ces appareils-là, ça appartient à l'école aussi. Donc, voilà. Puis aussi, circuler pendant le travail, ça permet de voir qu'est-ce qui se passe sur les écrans des élèves. Et si un élève ferme rapidement un onglet, petit truc, de faire les touches CTRL, majuscule et T, ça permet de réapparaître l'onglet qui vient d'être fermé. Enfin, si jamais vous avez des petits soupçons, là, ça peut être pratique. Et pour terminer, la direction préfère des messages à l'intercom ou juste faire des petites visites de temps en temps dans les classes pour juste faire un rappel des règles. Donc, les élèves vont voir que oui, nous, l'enseignant, on assure un bon contrôle, mais aussi l'école entière. Et le troisième conseil, c'est d'avoir une organisation du matériel technologique efficace. Donc, prenez un endroit dans votre classe pour faire ce rangement-là, que ce soit un chariot, un meuble style IKEA, que chaque compartiment, on y met un appareil. Ça peut être des bacs aussi qu'on dispose sur le bord de la fenêtre. On a mis des images là, de rangement qu'on a, nous, à notre école. Aussi, procurez-vous des rallonges comme ça pour brancher les charges. On peut les installer tous au même endroit ou à différents endroits dans la classe. Étiqueter les appareils, soit attribuer un numéro par élève et aussi sur une liste d'élèves, par exemple, écrivez leur numéro d'ordinateur et aussi le numéro du chargeur. Comme ça, si votre classe bascule à distance, bien, vous avez déjà toutes les informations si jamais il y a un bris à la maison, un vol, une perte ou peu importe comme situation. Et autre chose aussi, achetez des crochets. Si vos élèves ont une pochette de transport pour les ordinateurs portables, ça évite que les pochettes traînent par terre, que se salissent ou se brisent. Donc, juste des petits crochets. Il y en a que c'est juste comme un collant. Donc, on met ça sur un mur dans notre classe. C'est juste plus beau. Ça fait une meilleure organisation. À toi, Charlotte, pour le conseil numéro 4. Donc, le prochain conseil, c'est vraiment de prévoir une liste là, de ressources pédagogiques. On vous conseille de le faire au niveau de l'école. Comme ça, les élèves, il y a une continuité entre les niveaux. Si vous avez plusieurs classes en 1, bien sûr, dans l'école, on vous a mis l'exemple de notre liste à nous qu'on construit là, un peu année après année. Alors, pourquoi cette liste-là? Parce qu'elle peut être utilisée pendant les périodes de travail en classe. Elle peut aussi être utilisée dans les périodes de travail autonome ou des périodes de travail plus libres, si on veut, ou même à distance. C'est important de faire ce type de liste-là parce que ça nous permet d'avoir un regard là, sur les outils et les ressources que les élèves vont utiliser. Et ça nous permet aussi de garder un peu un certain regard. Évidemment, c'est important de partager cette liste-là dans tout le personnel de l'école. Comme ça, s'il y a des remplaçants ou des suppléants, ça peut être intéressant qu'ils sachent que cette liste-là existe et que les élèves savent aussi où aller chercher l'information. Donc, si on a des Google Classroom, des Teams, des choses comme ça, bien, on va pouvoir aller partager cette liste-là aux élèves directement. Donc, ils savent quels sont les sites, les ressources ou les outils qu'ils peuvent utiliser lorsqu'ils ont le temps de le faire. Évidemment, il faut la mettre à jour parce que vous savez que les choses évoluent rapidement. On va passer au prochain conseil. Notre 5e conseil, c'est
juste un instant, je vais suivre avec vous à l'écran. Donc, de trouver une plateforme de partage de travail, mais on va y revenir tout à l'heure dans la présentation parce qu'on va vous en présenter plus en profondeur. En fait, de vous approprier une plateforme de travail pour partager du travail avec les élèves. Ça peut être Google Drive, ça peut être OneDrive ou toute autre plateforme. Ça va vous permettre de déposer les devoirs, les travaux, faire des questionnaires avec les élèves, faire des évaluations si vous voulez en faire, déposer des liens, avoir des interactions avec les élèves. Donc, c'est sûr que c'est très intéressant. On continue au prochain. Juste un instant, je vois qu'il y a aussi des questions. Là, on va répondre à plusieurs questions à la fin, là, si jamais vous avez des questions. Donc, pour le prêt de l'appareil numérique, donc vous comprenez que nous, à l'école, comme les élèves ont un appareil à l'école qui leur appartient, si on veut, pour l'année, bien, on leur permet de le ramener à la maison. C'est sûr qu'au début, ça peut faire peur, mais avec des bonnes explications en début d'année, un contrat dont on vous a mis le lien dans la présentation, une bonne pochette de transport ou un étui qui protège l'écran, ça se fait très bien. Dans les dernières années, je vais vous dire, ça fait à peu près 4-5 ans qu'on prête des Chromebooks à l'école et il y a eu seulement quelques bris, puis c'était vraiment non intentionnel. Donc, si on fait une vérification fréquente du matériel, qu'on s'assure que les chargeurs restent à l'école quand on en a besoin et à la maison quand ils en ont besoin aussi, bien, tout se passe bien. Donc, voilà. Et finalement, bien, on vous conseille, bien sûr, d'avoir une paire d'écouteurs par élève s'ils peuvent en avoir parce que c'est utile dans différents travaux. OK, alors je poursuis. Avoir une classe 1-1 en contexte d'enseignement à distance, honnêtement, il y a juste des avantages, du positif, parce que dès le début de l'année, on a préparé les élèves sur la bonne utilisation de l'ordinateur. Donc, rendus à distance, ils sont bons, ils sont habitués aussi. Dès le début, on les a inscrits sur des comptes de sites pédagogiques et on les a déjà utilisés en classe. Donc, on peut facilement leur demander de compléter des accès sur ces sites-là à distance, puis ça va bien. Ils ont moins besoin d'accompagnement des parents sur la gestion de l'appareil à la maison parce que justement, on s'est pratiqué en classe, donc ils connaissent déjà les petits problèmes techniques parce qu'on les a réglés déjà avec eux dès le début de l'année. Leurs méthodes de travail sont plus efficaces parce que en classe, on fait déjà des travaux en ligne, donc rendu à distance, ça va bien. Aussi, pour ma part, là, mon plan de travail, mon agenda est sur une plateforme en ligne, donc ils savent comment l'utiliser, où le trouver. Donc, à distance, mon plan de travail était sur la même plateforme, donc ça allait bien pour ça. Aussi, les parents et élèves sont plus faciles à joindre à distance parce que dès le début de l'année, on a créé un compte sur une application pour la communication élève prof. Pour ma part, moi, j'utilisais ClassCraft pour cette communication-là. Et pour les parents proches, j'utilisais aussi CISA, mais il existe d'autres plateformes de communication aussi. Pour poursuivre, on va vous parler de nos ressources et applications coup de cœur. Autant en classe qu'à distance, on les a classées en 6 catégories. On va développer un peu plus par la suite. Et on vous a mis aussi un lien d'un document qu'on nomme Mes comptes, dans lequel les élèves écrivent leur nom d'utilisateur et leur mot de passe des sites pédagogiques utilisés en classe. Comme ça, s'ils oublient leurs informations de connexion, ils peuvent facilement y avoir accès. Nous, on peut déposer ce document sur Classroom ou sur Teams, par exemple. Donc, pour les applications de gestion de classe, on va vous présenter 3 applications. Donc, je sais que CISA n'est pas nécessairement une application de gestion de classe, mais vous allez comprendre pourquoi on l'a regroupé là. Donc, premièrement, CISA, il y a probablement plusieurs personnes dans la salle qui connaissent cet outil-là. Donc, à la base, c'est un portfolio numérique. Mais évidemment, on l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup plus qu'un portfolio. Il y a un système de communication avec la famille. On peut déposer des activités directement sur CISA. Les élèves peuvent les faire. Et pour, évidemment, l'école à distance, c'était très, très, très utile. Alors, on l'aime bien sûr parce que c'est un outil très complet. Il y a une version gratuite, une version payante. Ça dépend de vos besoins. Et on vous donne 2 idées là, comme ça pour la classe. Donc, par exemple, vous pourriez faire une résolution de problème avec vos élèves et leur demander d'utiliser le micro pour décrire ce qu'ils sont en train de faire.
et même l'enregistrement d'écran. Donc, par la suite, et vous et l'élève, et même si vous le voulez, les parents vont avoir accès à toute la démarche de résolution de problèmes de l'élève. Ou, par exemple, si vous avez des activités de manipulation en classe, manipulation avec du matériel de mathématiques ou une expérience en sciences, l'avantage avec CISA, c'est qu'on va être capable de filmer, on va être capable de prendre des photos, on va être capable de s'enregistrer, etc. Donc, les parents, si vous partagez avec les parents, bien sûr, vont avoir accès à une réflexion puis à une démonstration qu'ils n'auraient pas accès si c'était seulement un papier qu'on envoyait à la maison. Donc, on l'aime beaucoup pour ça. Par la suite, Classcraft. Donc, Classcraft, c'est un système de gestion de classe, de soutien à la motivation et à l'engagement des élèves. On l'aime parce que il est très complet aussi. Donc, beaucoup d'outils à intégrer directement dans Classcraft. Donc, des outils de gestion de classe et de soutien à la motivation. Donc, c'est un environnement où les élèves ont un personnage et évoluent dans une plateforme un peu à la manière des jeux vidéo. Et deux idées que vous pouvez faire en classe. Donc, vous pouvez utiliser l'outil des quêtes pour différencier votre apprentissage et faire des parcours d'apprentissage différents pour chacun de vos élèves selon leurs besoins. Et un des outils qu'on aime beaucoup, nous, à l'école, c'est l'outil des événements aléatoires. Donc, c'est des événements qui peuvent arriver, par exemple, tout le monde change de place pour la journée. C'est une bonne façon de débuter la journée et les élèves ont toujours très hâte de découvrir l'événement aléatoire et ça se fait très bien aussi à distance. Et finalement, ClassDojo, qui est un petit peu plus connu d'habitude ici. Alors, c'est aussi un système de gestion de classe où on peut ajouter et enlever des points aux élèves si on le désire, mais il y a aussi la communication avec l'école et la famille qui est intéressante. On l'aime parce que c'est assez facile d'utilisation. Il y a différentes façons de se connecter et pour les petits, les plus petits, ça peut être plus facile d'utilisation. Pour la classe, vous pouvez l'utiliser comme portfolio parce que c'est assez récent. Ça fait seulement quelques années qu'ils ont ajouté une section portfolio numérique à leur site et évidemment pour la communication école-famille. Pour nos ressources coup de cœur sur la gestion des travaux, d'abord, Google Drive, c'est un service de stockage par Google et de partage de fichiers dans le cloud. On l'aime beaucoup, évidemment, pour le partage de documents. Pour des idées pour la classe, dès le début de l'année, on fait créer à nos élèves un dossier dans lequel ils vont pouvoir mettre leurs ateliers d'écriture ou d'autres activités. Et ce dossier est partagé directement avec nous, donc on a accès à tous leurs documents. Aussi, ça peut être intéressant de créer un drive partagé avec la classe dans lequel on peut déposer plein de PDF sur des notions. Donc, au lieu d'avoir plein d'affiches accrochées dans notre classe, on pourrait les mettre en PDF sur ce drive-là. On peut aussi y mettre des tableaux d'ancrage sur les ateliers d'écriture, par exemple. Donc, les élèves peuvent y aller en tout temps pour s'y référer. Ensuite, Teams, c'est une plateforme collaborative de télétravail. Plusieurs enseignants l'ont utilisée à distance. On l'aime beaucoup aussi pour les réunions parce qu'il y a plusieurs fonctionnalités. C'est possible de créer des histoires collaboratives. Par exemple, on crée une histoire, donc chaque élève s'occupe d'une partie du schéma narratif et ils vont construire une histoire. C'est pratique aussi pour les travaux d'équipe, pour publier des évaluations. Et Classroom, qui est une application de classe numérique, une application de Google. On l'aime beaucoup pour le partage des devoirs, des travaux, partager des ressources aussi, des liens. Donc, les travaux, on peut les classer par matière. On peut aussi assigner des devoirs seulement à des élèves en particulier. Donc, c'est idéal pour faire la différenciation pédagogique. On peut aussi faire de la rétroaction soit à l'oral ou à l'écrit. Et on peut même intégrer des grilles d'évaluation. Donc, c'est vraiment une plateforme, une classe numérique complète et très pratique à distance. Par la suite, nos 4 ressources coup de cœur pour des ressources pédagogiques, ce sont des sites dans lesquels on peut consolider des apprentissages. Donc, ça remplace vraiment le cahier d'exercices ou des exercices sur papier. On les aime vraiment pour tout ce qui est travail autonome ou bien pour assigner des activités en devoir. Donc, premièrement, NetMath, une plateforme interactive pour les mathématiques.
On l'aime vraiment beaucoup pour le suivi de la progression des élèves. Il y a des activités de la première année au secondaire 4. C'est bien en travail autonome parce que si des élèves se trompent dans un exercice, il y a des explications, on donne un exemple et la bonne réponse. Après ça, les élèves peuvent recommencer. Donc, c'est vraiment, ça les prend un peu par la main, puis c'est très complet, beaucoup d'outils aussi comme un crayon, calculatrice. Intéressant aussi, les élèves peuvent écouter les consignes au lieu de les lire. Puis, il y a aussi une section avec les énigmes qu'on aime beaucoup pour des fois des élèves plus rapides, des petites énigmes là, pour leur lancer des petits défis. Par la suite, Quizzes, qui est une plateforme gratuite de questionnaires interactifs. Peut-être que vous connaissez Kahoot. La différence, c'est que les élèves vont voir la question sur leur écran et les choix de réponse. Donc, on l'aime vraiment beaucoup pour les rapports détaillés suite à un quiz pour chacun des élèves. Il y a plusieurs types de questions qu'on peut faire. Il y a aussi une banque de quiz. Donc, quand on crée un quiz, on peut aller chercher des questions existantes dans d'autres quiz pour créer le nôtre. Pour les idées pour la classe, on peut transformer notre quiz de la semaine du vendredi sur Quizzes. On a tout de suite en direct les résultats. Donc, on peut tout de suite faire de la rétroaction puis revenir sur les questions. Donc, ça permet de faire une révision aussi sur ce qu'on a vu durant la semaine. On peut aussi attribuer un quiz en asynchrone, donc attribuer un devoir que les élèves peuvent faire à la maison ou dans un travail autonome en classe. Par la suite, Didacti, qui est un site de création de contenu de cours, c'est une plateforme où que les utilisateurs vont créer leurs activités d'apprentissage pour ensuite les partager. On peut créer notre classe et assigner des activités que l'on crée ou qu'on va chercher sur le site parce que on l'aime beaucoup pour son accessibilité, parce qu'il y a plusieurs utilisateurs, des activités déjà faites, donc on a juste à aller les prendre et les envoyer à nos élèves. Et pour mots-clés, c'est une plateforme d'apprentissage de français, donc un peu comme NetMath, mais là, c'est pour le français. On l'aime beaucoup pour les courtes activités, c'est 10 questions environ qui suivent vraiment la progression des apprentissages. Il y a des activités de la première année à la 6e année. Et les élèves, lorsqu'ils ont 100% dans une activité, ils vont gagner des clés. Avec ces clés-là, ça va débloquer des quêtes à lire. Donc, ça amène de la motivation chez eux. Par la suite, donc, on vous présente 3 applications qui permettent aux élèves de produire du contenu en ligne. Là, c'est certain qu'on va très vite dans nos suggestions, mais on voulait vous en donner le plus possible. Donc, la première, c'est Flipgrid. Donc, Flipgrid, ça permet aux élèves de créer des vidéos. Donc, pour nos élèves un peu plus gênés pour la communication orale, c'est vraiment intéressant. Puis, de toute façon, on sait, nos élèves sont habitués avec les YouTubers, les vlogueurs, les blogueurs, etc. Donc, ils aiment beaucoup faire des Flipgrid. On l'aime parce que l'interface de Flipgrid est assez facile à utiliser et à comprendre. Des idées que vous pouvez utiliser en classe seraient de créer des cercles de lecture. Donc, les élèves peuvent parler d'un livre dans une vidéo et ensuite, leurs camarades peuvent aller consulter les différents livres pour voir quelque chose qui leur qui leur correspondrait, ou tout simplement échanger avec des gens avec qui ils ont lu le même livre, donc, ça, c'est intéressant. Sinon, pour créer une petite communauté virtuelle là, à l'intérieur de la classe, donc évidemment, comme ils peuvent avoir accès aux vidéos des autres, c'est intéressant comme outil. Canva, c'est un outil pour ceux qui connaissent Publisher. C'est un peu le pendant de Publisher, mais pas mal plus avancé, disons. Donc, c'est un outil de création de documents sur lequel on peut créer plein de choses, des bannières, des logos, des cartes virtuelles, des invitations, des affiches, etc. On l'aime parce qu'il y a une grande variété quand même d'outils qui sont gratuits sur Canva. Il y a une partie payante, mais le gratuit est quand même intéressant. Des idées que vous pouvez utiliser en classe, donc créer une œuvre numérique tout simplement. Donc, au lieu de faire un travail d'art plastique sur papier ou avec du matériel d'art plastique, bien, on pourrait décider de faire un travail qui est numérique. Et sinon, vous pouvez aussi faire, par exemple, demander aux élèves de créer une affiche en début d'année pour se représenter avec des objets, des images qu'ils aiment beaucoup, une description d'eux. Donc, ce serait intéressant. Et finalement, le dernier outil qu'on vous présente dans cette diapositive-là, c'est un outil de création de livres numériques qui s'appelle Book Creator.
Encore une fois, une partie gratuite, une partie payante. On l'aime beaucoup parce qu'on peut créer une bibliothèque virtuelle pour rassembler les livres que les élèves vont avoir créés. Donc, vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour faire une création d'un livre avec un groupe de 6e année, 5e année, avec un groupe de maternelle première année, où les élèves iraient illustrer, par exemple, le texte que les grands ont écrit. Ou, par exemple, les élèves pourraient écrire leur autobiographie et l'illustrer dans un livre Book Creator. Je sais aussi que pour Canva, là, je pense qu'on peut envoyer une preuve qu'on est enseignant, puis on peut avoir accès finalement à la version pro en classe. Fait que ça, il faudrait vérifier, mais je sais que c'est possible. Fait que ça peut être bien. On a encore plus d'outils là, avec la version pro. Et finalement, nos ressources pour les outils collaboratifs. Jamboard, qui est une application de Google qui en fait un tableau blanc. On l'a vraiment beaucoup pendant les visioconférences parce qu'il est intégré dans Google Meet et les élèves peuvent être aussi dans ce Jamboard-là. Donc, c'est facile pour conserver des traces des élèves. Ils peuvent dessiner, ils peuvent écrire des petites notes. Aussi, pour les idées pour la classe, on l'aime pour les résolutions de problèmes, donc faire une petite tâche mathématique en équipe sur un Jamboard. Donc, on voit toutes les traces de leurs calculs. Aussi, quand on fait une visioconférence, il faut faire participer les élèves pour qu'ils soient attentifs. Donc, on les fait participer dans un Jamboard, soit en faisant, je ne sais pas, une activité, il faut relier des choses ou écrire à l'intérieur. Donc, on nomme un élève, OK, il va l'écrire dans le Jamboard. Donc, il y a une meilleure interaction avec les élèves. Par la suite, Padlet, qui est un mur virtuel collaboratif. On l'aime beaucoup parce qu'il y a plusieurs modèles de murs. Pour l'instant, la version gratuite, c'est seulement 6 murs et après ça, c'est une version payante. Des idées pour la classe, on peut l'utiliser comme plan de travail. Donc, j'ai mis un exemple d'un plan de travail que j'ai utilisé lorsque ma classe a basculé à distance. Aussi, suite à une... Je m'excuse de vous arrêter. Il y a quelqu'un qui demandait dans le chat s'il pouvait avoir le lien vers la présentation et vous dire qu'il reste 2 minutes si vous voulez que les gens puissent vous poser des questions. Parfait. Oui, le lien de la présentation. Parfait. Puis, suite à une lecture interactive, on peut leur demander aux élèves de répondre à une question de réaction, d'appréciation. Donc, on va voir tout de suite leurs réponses apparaître sur ce mur-là. Et pour terminer, la G Suite, c'est des applications gratuites par Google qu'on utilise avec un seul compte. On l'aime pour la collaboration, le travail sans papier, idées rapides. Là, on peut faire des projets collaboratifs sur Google Slides, Google Docs. Il y a aussi le Google Agenda qu'on peut utiliser pour remplacer l'agenda papier. Je vais faire cette diapo-là et en conclusion en même temps. Donc, on vous a laissé une dernière diapositive. Je ne le passerai pas au complet, mais ce sont des liens qui sont très utiles parce qu'on peut les utiliser autant à l'école, en classe qu'à distance. Donc, c'est des livres audio, des balados, un répertoire d'émissions jeunesse, des documentaires. Donc, on peut faire plusieurs choses avec ça. Par exemple, sur Curio, il y a des guides de l'enseignant qui sont disponibles. Alloprof, mais j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui le connaissent. Donc, on manque de temps malheureusement pour vous les présenter, mais ce sont 3 outils très intéressants pour les enseignants. Donc, ça nous amène à conclure notre présentation. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est allé très, très rapidement là, dans nos présentations, mais ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez par la suite. Donc, vous avez nos courriels qui sont là, nos identifiants Twitter et une page Facebook également qu'on alimente tranquillement, pas vite. Ça fait pas très longtemps qu'elle est lancée, mais vous pourriez retrouver peut-être certains outils par rapport aux outils qu'on a présentés.